Bonsoir, présidentielle 2025, 18h30, 19h50, c'est tous les jours sur STV. L'émission spécialement consacrée à l'élection du 12 octobre prochain. Et c'est une étape décisive qui vient d'être franchie. Le Conseil électoral a publié samedi dernier, vous le savez, la liste officielle des candidats à cette élection présidentielle. Ils sont donc 13 en lice pour briguer la magistrature suprême. Cette pluralité de candidatures est-elle une bonne nouvelle pour notre démocratie? Reflète-t-elle une vraie dynamique politique ou une simple stratégie de dispersion? Ce soir, nous ouvrons donc le débat. L'élection présidentielle est-elle vraiment ouverte? Peut-on parler de compétition crédible ou assiste-t-on à une forme d'illusion démocratique? Le thème tel que formulé, 13 candidats pour un fauteuil, course démocratique ou illusion pluraliste. Je dis bonsoir aux trois invités déjà présents en studio. Yves Abama, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je suis heureux de porter la voix du RDPC une fois de plus sur votre plateau. Vous êtes le représentant du RDPC évidemment sur le plateau, le candidat Biya, le candidat Taylor. L'affaire est au Conseil constitutionnel. Bon, en fait, vous ne devriez pas me poser la question parce qu'il y a un rapport qui est tombé ce soir, un rapport du Conseil électoral qui détaille un certain nombre d'informations. Et entre autres, le rapport nous apprend que 2 candidats auraient déposé des dossiers là-bas sans lettre d'investiture et sans avoir les parrainages nécessaires. Et parmi les 2 candidats, un certain M. Onana Télé. Donc le RDPC n'a jamais eu 2 candidatures. C'est l'information qu'on a du Conseil électoral ce soir. Est-ce que ça enlève la suite de la procédure au Conseil constitutionnel? Non. Bon, n'importe quel candidat, pour n'importe quelle raison, a le droit d'aller au Conseil constitutionnel quand sa candidature est rejetée. Karamoko Souleymane, bonsoir. Bonsoir Dipita Tongo, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir également à vos millions de téléspectateurs de STV. Vous êtes le représentant du FSNC sur le plateau ce soir, le Front du Salut National pour le Cameroun. Voilà. Oui, effectivement, je communique pour le FSNC le Front pour le Salut National du Cameroun qui va participer à sa première bataille politique en ce qui concerne la présidentielle portée par le président national, M. Issa Chiroma Bakary, qui sans doute commence déjà à déployer ces différentes offres et dans quelques semaines, quelques jours, nous allons présenter le programme complet du FSNC et de la vision claire du candidat Issa Chiroma Bakary. Roland Gétro Ekwala Missengange, bonsoir. Bonsoir M. Dipita et bonsoir à mes copanélistes. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau en cette soirée. Et je dis bonsoir également à vos millions de téléspectateurs. Vous portez la voix du PURS. Bien évidemment. Le Parti uni pour la rénovation sociale. Merci infiniment de votre présence sur le plateau, comme il est de coutume. On prend la première transition et on regarde d'abord les quelques éléments que nous avons en boîte. Ce reportage de Inès Pangan à Yaoundé qui revient sur la science du Conseil électoral qui a permis samedi dernier de découvrir les candidats, les 13, à l'élection présidentielle. Ce sont 13 dossiers de candidature acceptés par le Conseil électoral pour participer à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Sur la liste présentée ce 26 juillet 2025, des candidats ayant participé à la dernière échéance de 2018, à savoir le chef d'État sortant, Paul Biya du RDPC, Joshua aussi du STF, Serge Espoir Matomba du PUX, Akeremouna du Parti Univers et Cabral Libi du PCRN. Nous voulons continuer à faire confiance à la justice qui a montré depuis lors qu'elle était à la hauteur de la tâche. S'agissant du chantier de la mutualisation qui a cours, nous voulons dire également que nous sommes ouverts à toutes les offres de mutualisation, d'où qu'elles viennent, pourvu qu'elles soient des mutualisations concertées, négociées et non imposées. Les ministres dissidents
Issa Tiroma Bakari du FSNC et Bello Bouba Maïgari de l'UNDP sont aussi en lice pour cette élection. Ce sera une première participation au scrutin présidentiel en octobre 2025 pour Ilé Zipan du MP, Ateki Seta Kaston du PAL, Samuel Iodi Iram du FDC et Pierre Kouemo de l'UMS. Il est à noter qu'une seule candidature féminine a été validée, celle de Tomaino Ndamjoya, qu'aucune candidature indépendante n'a été acceptée et que le dossier du professeur Maurice Kamto du Manidem a été rejeté. Sur les 83 déposés, 70 dossiers de candidature ont été refusés. Ces derniers ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel pour le contentieux. Le Conseil leur a donné jusqu'à ce lundi, 28 juillet 2025 à 23h59 pour définitivement déposer leur dossier de réclamation, leur requête. Je crois que c'est le terme technique. Leur requête pour éventuellement voir leur déclaration de candidature acceptée ou définitivement rejetée cette fois-là. Restons à Yaoundé, toujours s'agissant des dépôts de candidature, avec cette autre lecture de Olivier Bouzike. De l'analyse comparative du dépôt des dossiers de candidature entre 2018 et 2025, l'on note une augmentation exponentielle du nombre de dossiers de 28 à 83 en 2025, soit 22 candidatures présentées par les partis politiques et 6 candidatures indépendantes en 2018, contre 56 pour les partis politiques et 27 indépendantes en 2025, ce qui dénote a priori un engouement plus prononcé des Camerounais pour l'élection présidentielle, surtout dans la tranche jeune et chez le genre féminin. Selon les chiffres, l'on enregistre cette année, sur les 83 dossiers, 7 femmes et 47 dossiers qui sont portés par des candidats ayant moins de 51 ans. Autre aspect, la mobilisation telle qu'observée dans les 10 régions. Au moins une candidature a été reçue dans chacune. C'est le cas notamment des régions de l'extrême nord, le nord-ouest, le sud-ouest. L'Est enregistre 2 candidatures, 3 à l'ouest et au sud, 5 dans la Damawa, 10 au littoral et 56 dans la région du centre, réceptionnées à la Direction générale d'Elections Cameroun, laquelle Direction générale a abrité justement cet après-midi la cérémonie de publication solennelle de la liste des candidatures acceptées en vue de l'élection présidentielle dans une capitale fortement militarisée ce 26 juillet 2025. Dans la foulée de cette journée du samedi dernier, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a rencontré les hommes de médias pour faire le point d'abord du volet sécuritaire de cette organisation en termes de processus électoral et également le point avec les autorités locales à Yaoundé. Suivez plutôt. We have just witnessed today the first phase of the process. The electoral board has officially declared they accepted candidates to take part in the presidential election of the 12th October 2025. And that's the first process. If for one reason or the other your documents were rejected by the electoral board, I think that they still have an opportunity to go to the Constitutional Council. And Mr. Senior Divisional Officer, that is what I said during the Governor's Conference, that we must abide by the rules and regulations. All the actors of the process, the electoral process, must abide by the rules and regulations, by respecting the laws and rules. So in that way they know exactly what has to be done. And I insist on the fact that they have to respect the process. And to the best of my knowledge, there is no article in the electoral code telling people to go down the streets for one reason or the other. I have not seen that in the electoral code. It says you move from stage 1, which is the electoral board, and you go to stage 2, which is the Constitutional Council.
Then after you are lucky to be part of the system, you enter into the process. If you are not part of the system, you prepare yourself maybe next time. So Mr. Esdo, you have to be very firm on all the truants, these irresponsible politicians who think that they can jeopardize peace and tranquility. We had a meeting yesterday which lasted long after midnight, and we continue to do it because we have to officially listen to the statement by the electoral board. We have had the statement. They have declared official, I think, 13 candidates. Yes. So we will follow the process. Even the Minister of Territorial Administration is part of the litigations at the Constitutional Council, so we will be present. Publié sur le site du ministère de l'administration territoriale. Vos réactions donc sont les bienvenues tout au long de l'émission. Vous pourriez dès maintenant via WhatsApp au 273 65 75 55 envoyer vos messages qui seront lus avant la fin de cette émission. Venons-en aux échanges. Parlons d'abord parlons du pluralisme à l'épreuve du réel. Roland, le chiffre 13, un record à relativiser ou un symptôme d'essoufflement du système politique camerounais? Alors, le chiffre 13, le nombre 13, oui. C'est un record, il faut le dire. Mais ce record est-il le signe d'un essoufflement du système politique en place? Je ne saurais répondre par l'affirmative, mais je tiens quand même à dire ceci. Si nous avons 13 candidats aujourd'hui, c'est sans doute la preuve que les Camerounais s'intéressent de plus en plus aux questions d'ordre politique. Ils s'intéressent de plus en plus à la gestion de la cité. Et c'est tout à fait élogieux. C'est tout à fait élogieux. Vous savez, autrefois, la politique était perçue comme quelque chose de mystique. Il y a d'ailleurs un artiste qui a dit « Je ne fais pas la politique, c'est pas bon, c'est pas bon ». Justement parce que c'était perçu comme quelque chose de mystique et on se disait qu'il fallait avoir un certain âge, qu'il fallait appartenir à un certain cercle pour pouvoir faire de la politique. Mais avec les changements structurels, les changements sociaux, la conjoncture, on se rend bien compte que de plus en plus de personnes s'y intéressent. Et si ces personnes s'intéressent donc, on peut donc comprendre qu'il y ait de plus en plus. En 2018, on avait, je crois, 9 candidatures. Là, nous en avons 13. C'est la preuve que le Cameroun, ou alors la population, commence à acquérir une certaine culture politique. Et c'est tout à fait salutaire. Et on ne peut pas tout simplement compter ceci comme étant un essoufflement du système en place. Toutefois, ce point de vue n'est pas à absolutiser. Parce que si plusieurs candidats, 13 personnes, alors 83 personnes, on a eu 83 candidatures. On a eu 13 candidatures, il y a 70 candidatures pour l'instant qui ont été rejetées. Effectivement. Alors, avoir 83 candidatures déjà au niveau de l'ECAM, ceci pourrait aussi s'expliquer par un mal-être des Camerounais. Devant l'université de Douala, on a tout un tas d'ordures qui est là, les routes qui se dégradent, les lenteurs administratives. Bref, les Camerounais ont faim, ils veulent manger, ils n'ont pas d'argent. Alors, tous ces mots peuvent aussi être à l'origine de cette pluralité ou de ce grand nombre de candidatures. D'accord. Effectivement. Ramoko, sur la même question. Ce n'est pas une pluralité comme on veut le faire entendre, parce que, voyez-vous, en 2004, on était à 16 candidats, en 2011, 23, en 2018, on était à 9, et 2025, 13, en attendant
les différentes requêtes que certains partis politiques vont adresser au Conseil constitutionnel. En réalité, vous voyez, quand vous observez très bien, il y a eu 43 candidatures, 43 dossiers déposés. Il y avait certains candidats qui avaient 26 ans, il y avait certains qui avaient 31 ans. Il y avait d'autres qui n'avaient pas... le Conseil électoral venait de publier le rapport. Qu'est-ce que cela traduit en réalité? Cela traduit le fait que la fonction présidentielle a été désacralisée par le régime Biya, tout simplement. Et là, les gens sont fatigués. Tout le monde est fatigué. Le peuple camerounais est conscient. Et la seule chose qu'il veut, c'est d'en finir avec, de dégager le régime Biya. C'est pour cela qu'on a cette pluralité des candidatures. Et puis, il y a une question également qui revient au niveau de l'âge. Pourquoi, si on est député à 20 ans, pourquoi la fonction présidentielle, on met jusqu'à 35 ans? Et là, c'est également un appel, ça traduit un appel de la jeunesse qui veut maintenant prendre son destin en main, qui veut s'affirmer, parce que on a l'impression, pas qu'on a l'impression, aujourd'hui, les problèmes des jeunes ne sont pas pris en considération. Ils ont parlé fatigués, ils ont fait des revendications, un certain ensemble de choses, mais il n'y a pas eu une oreille attentive à l'écoute. Mais vous voyez la dégradation de la situation du climat social, tout comme le climat social et le climat politique. Donc aujourd'hui, cela traduit tout simplement le rejet de Biya par le peuple camerounais. Et là même, on ne sait pas pourquoi, parce qu'au FSNC, nous avons condamné avec la dernière énergie le fait d'écarter une candidature importante. Celui du leader, celui qui a été investi par le Manidem, le professeur Maurice Kamto. On ne sait pas pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais veut absolument s'acharner sur cette candidature-là. C'est le gouvernement qui donne les candidatures. Absolument, ce n'est pas le gouvernement qui donne. Il y a l'émission du gouvernement à travers le ministre de l'administration territoriale dans le fonctionnement des partis politiques. Vous savez, on a passé pratiquement un an à nous faire le débat du mandat impératif. Et aujourd'hui, il y a même le document qui reconnaît Anissé Ekani comme président national du Manidem. Et le Conseil électoral ne pouvait pas dire qu'il y a une pluralité d'investiture, étant donné que même au RDPC, on a eu 2 candidats, au parti Univers, on a eu 2 candidats, mais on a retenu un seul candidat. Donc cet argument-là ne tient pas. Il s'agit plutôt d'une réelle volonté politique d'écarter un acteur majeur, un acteur important de la scène politique camerounaise. Le chiffre 13, record à relativiser aux symptômes d'essoufflement du système politique, Yves? Bon, avant de répondre à la question, je suis obligé de commencer par... Rien ne vous y oblige. Par réagir. Non, je dois réagir. Je dois réagir parce que je comprends, quand on est un ancien du système et qu'on retrouve l'opposition, il faut lever le ton pour essayer de se faire accepter dans la communauté des opposants. Parce qu'il y a toujours l'étiquette de l'ancien partisan du régime qu'on traîne. Je rappelle que le monsieur qui parle représente le ministre qui nous avait dit au Cameroun que même quand Paul Biya dort, il travaille. Donc si c'est lui qui vient nous parler des poubelles aujourd'hui et autres, je laisse les téléspectateurs juger. Je voudrais dire qu'en réalité... Il est quoi Non, je veux dire que lorsqu'on a tenu un certain nombre de discours, on s'est avancé jusqu'à un certain niveau. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire et être crédible. Vous ne pouvez pas nous avoir dit que Paul Biya, même quand il dort, il travaille pour le Cameroun et envoyer des gens sur les plateaux venir nous dire que vraiment le système a échoué. Vraiment, ça ne fait pas sérieux. Ça donne l'impression à ceux qui nous écoutent à la maison que la politique, c'est une scène où, quand on a cette position, on dit des choses auxquelles on ne croit pas. Dès qu'on retrouve une autre position, on se met à dire exactement le contraire. Il faut un minimum de cohérence. Je voudrais dire qu'en réalité, quand Souleymane parle de la fonction présidentielle qui a été désacralisée parce que des personnes de moins de 26 ans, de moins de 35 ans viennent déposer des candidatures, il pose un vrai problème, mais il aborde mal. En fait, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je vois plutôt une méconnaissance des textes. Les Camerounais ne lisent pas. Parce que si vous prenez le code électoral, je prends l'article 117, vous le lisez, et que vous n'avez pas 35 ans, vous ne venez pas déposer des dossiers pour être président de la République. Revenons sur la question du départ. Maintenant, pour revenir sur la question du départ, non, avant, il y a un autre sujet important. Il parlait de la candidature du Manidem. Ils sont sûrs que le candidat du Manidem est mort. Et maintenant, il faut récupérer la dépouille.
Voilà pourquoi on tient ce discours. C'est pour draguer les militants du Manidem. Ils savent très bien ce qui va se passer. Je voudrais dire que le code électoral... Non, eux, ils le savent. Ah, moi, je ne sais rien. Ils savent. Parce que, vous savez, le ministre Chiroma, c'est qu'on l'aime ou pas, le ministre Chiroma, c'est un félin politique. Hein. C'est quelqu'un qui sait lire. Non, ce n'est pas des confidences. Le ministre Chiroma, quand vous avez vu sa note d'hier, le ministre Chiroma n'est pas un enfant de cœur sur la scène politique. Sa note d'hier vous montre qu'il a senti que quelque chose va se passer. Et du coup, il faut donner le sentiment aux défunts politiques, entre guillemets, qu'il est venu à son secours et le moment venu, ce dernier se souviendra de lui en termes de conseil. C'est le calcul. Qu'on ne peut pas revenir sur cette candidature, qu'on va définir. De toutes les façons, il a senti le coup et il fonce. Il faut jouer à fond. Et vous avez remarqué que les politiciens avertis, dès qu'il a foncé, le maire de Fumban a suivi. Donc, ce sont des coups, c'est normal. En fait, pour revenir à... ça vient du RDPC, donc vous voulez absolument par là écarter le candidat. Vous avez parlé, je vous ai écouté, je ne vous ai pas coupé. Donc, je voudrais dire qu'en réalité, on comprend tout ça. Nous sommes en 2025, moment de crue politique, chacun doit faire son marché. Bon, pour revenir à la question que vous posez, je vais dire que j'ai suivi l'embarras de mon voisin du PUS, hein, quand il dit, il parle de la priorité des candidatures comme le résultat des problèmes. Je voudrais lui dire qu'en réalité, les problèmes que la société camerounaise connaît, toutes les sociétés du monde les ont. Ouais. Ah bon? Oui, toutes les sociétés les ont. Si vous prenez la question du chômage, la question des infrastructures, la question de la pauvreté, toutes les questions sont des questions qui, de façon très large, sont partagées. Et qui plus est, par des pays de même niveau de développement. Les aborde et apporte des solutions. Et c'est là où j'en venais. Chaque société essaie d'adresser des solutions en fonction de ses potentialités. Je voudrais dire à mon ami du PUS que, en réalité... Nos potentialités ne nous permettent pas de... Oui, nos potentialités nous permettent de faire un certain nombre de choses, mais vous savez, on a un modèle économique budgétivore. Le Cameroun est le seul pays au monde qui essaie de faire Personne ne nous l'a imposé. Hein. Le seul pays en Afrique qui essaie de faire évoluer au même moment 58 départements. Certains mettent un accent sur une ou deux villes, on les appelle les pays capitales, mais le Cameroun vous dit, je vais développer tout le pays au même moment et ça donne ce que ça donne. Les Camerounais ne le comprennent pas. Peut-être plus tard, ils le comprendront. Maintenant, sur la question du système, est-ce qu'il est essoufflé? Est-ce que le système démocratique camerounais est essoufflé? Je dis non. Depuis tard, cette pluralité de candidatures est l'expression du dynamisme de la scène politique camerounaise. La dernière fois, j'étais ici, je vous disais que le système politique camerounais est inclusif. La preuve, et je pense que c'est Karamoko qui l'a soulevé, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des gens ont déposé des candidatures. Maintenant, le lieu où vous vous trouvez ne peut pas être un obstacle à votre volonté d'être président de la République au Cameroun. Ouais, vous êtes à l'est, vous êtes à l'extrême nord, au fin fond du nord de la Damawa. Vous voulez être président, vous faites votre dossier, vous déposez, il arrive. Karamoko. Et s'il est complet, on le valide. Donc je veux dire qu'en réalité, les 13 candidatures ne peuvent pas être l'expression d'un essoufflement de notre système démocratique. Bien au contraire. C'est la preuve de la vitalité du processus démocratique camerounais sous la houlette du président Biya. Tous les candidats se valent-ils? Quelle force politique derrière chaque candidature? Député, avant de répondre à votre question, il faut parfois apporter des éclaircissements sur un certain ensemble de choses où mon ami et frère du RDPC disait tout à l'heure, le Cameroun a une particularité de gérer les choses. Et effectivement, c'est une particularité qui est spéciale, parce que si on n'arrive pas à faire en 10 ans une autoroute de 2 voies à près de moins de 200 km en 10 ans, c'est une particularité. Et effectivement, si on n'arrive pas même à avoir même des acteurs pour gérer son gouvernement, effectivement, c'est une particularité camerounaise, et surtout quand ça vient du RDPC. Nous sommes rassurés qu'en réalité, ils ne peuvent plus. Ça nous rassure que, voilà, du côté du RDPC, ils ne peuvent plus bien donner au peuple camerounais. Maintenant, il ne faut pas confondre les choses, parce que la politique, c'est une dynamique. C'est une dynamique parce qu'on peut partager le pouvoir, on peut dans une certaine mesure apporter, parce qu'on travaille au gouvernement, on ne travaille pas pour une personne, on ne travaille pas pour le parti au pouvoir, on travaille pour les Camerounais. Et aujourd'hui, les bilans... Aujourd'hui, vous voulez vous désolidariser du bilan du RDPC ou du bilan du président Biya? Absolument. Il faut prendre le bilan
en ce qui concerne de la personne de Issa Chiroma Bakari, regardez son bilan quand il était au transport, regardez son bilan quand il était à la communication, même également au ministère de l'Emploi. Je peux vous citer quelques-uns pour vous rassurer. Vous savez que dans la période où Issa Chiroma Bakari était ministre de Transport, c'est sous sa houlette qui a été créée la BGFT pour essayer de réguler le secteur de transport dans la zone CEMAC. Et même les problèmes routiers, parce que on a des dégradations de routes. Il a posé le problème, on lui dit que bon, ok, pour essayer de faire le maintien de la route, il fallait des moyens. On lui fait comprendre qu'il n'y a pas de moyens. Il a dit bon, écoutez, moi je vais créer les moyens. Il a mis en place les péages. Les péages, c'était là des taxes pour essayer donc de réparer certaines routes qui venaient à se dégrader. Malheureusement, qu'est-ce qu'on en a fait? Revenons au ministère de la Communication. Vous savez que vous êtes journaliste, je ne vous apprends rien. À sa période de son ministère, je pense que pour tout genre de sujet, les Camerounais ont été toujours édifiés. Les Camerounais sont toujours édifiés en ce qui concerne tous les problèmes sociaux. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas participé à une conférence de presse gouvernementale depuis 2019? Ça fait combien de temps? Et même l'aide à la presse, vous savez que M. Chiroma Bakari avait fait en sorte que l'aide à la presse passe de 200 millions à 1 milliard. L'aide à la presse privée à 1 milliard. Mais malheureusement, le régime au niveau de la présidence a refusé complètement d'accéder à cette demande-là. Et ça, c'est un certain ensemble de choses. Parce qu'on vous dit qu'il faut voir le bilan de l'homme. Et à ce niveau, donc il a été confronté totalement. On ne peut pas être caution, on ne peut pas être également du bilan de cet échec-là de 43 ans d'échec. Parce qu'il faut voir le bilan en ce qui concerne dans le secteur dans lequel il exerce. Je venais de vous citer, je vous ai pris quelques exemples à travers le ministère du Transport ou bien de la Communication. Depuis leur départ, dites-moi, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui bouge, non seulement au ministère de la Communication, tout comme au ministère du Transport? Roland. Donc, pour terminer, il ne faut pas dire que M. Chiroma a dit cela ou cela. Non, il faisait son boulot de communicateur et porte-parole du gouvernement, malgré que certaines informations lui sont toujours cachées par le régime en place. Et là, il a dit, OK, ça suffit comme ça. Il a créé donc la rupture parce qu'à un moment donné, les choses n'allaient plus. Donc, et automatiquement, il a fait cette rupture-là. On ne peut pas dire que le FSNC est aujourd'hui comptable du bilan. La preuve en est que lors de la conférence de presse, le Moussa Chiroma vous a dit pourquoi est-ce que le RDPC s'acharne derrière le FSNC. Roland, tous les candidats se valent-ils? Il y a certaines personnes qui veulent légaliser leur parti politique en 3-4 ans. Mais on l'a fait en 24 heures. Merci. Ok, à la question de savoir est-ce que tous les candidats se valent-ils? Quelle force politique derrière les candidatures? Alors, je ne saurais dire que tous les candidats se valent, mais au PULS, nous nous efforçons, et ceci depuis quelques années déjà, à nous implanter sur l'ensemble du territoire camerounais. Et cette mission s'accomplit, alors nous l'accomplissons bien. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes heureux d'être présents au niveau de toutes les circonscriptions électorales. Et toutes ces personnes, membres et sympathisants du PULS, constituent la première force politique du PULS. Cette personne constitue la première force politique du PULS. Et nous pouvons dire à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui se sont souvent plaints qu'ils ne sont pas sûrs que leur voix compte durant les élections, nous pouvons leur dire qu'au PULS, nous avons suffisamment de personnes, de scrutateurs, pour pouvoir nous assurer que leur scrutin, leur vote, seront sécurisés. Vous aurez 30 000 personnes dans les bureaux de vote. Effectivement, nous allons couvrir toutes
D'accord, c'est une autre question, on y reviendra certainement. Yves Abama, sur la question des candidatures et des soutiens aux candidats. Oui, avant l'arrivée, vous pouvez me donner même 1 ou 2 minutes pour répondre. Je voudrais dire qu'en réalité, quand on suit le réquisitoire de Souleymane tout à l'heure, on se dit, mais est-ce qu'il représente un nouveau politicien sur la scène, ou alors il représente quelqu'un qui a fait 16 ans, de 2009 à 2025, au gouvernement du Cameroun. Et parfois, vous, les journalistes aussi, je pense qu'il y a des gens que vous devez mettre en difficulté sur vos plateaux. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir. Non, c'est votre rôle. Vous êtes là pour la société. Vous savez pourquoi je le dis? Non, ce n'est pas un reproche personnel. Hein. Je ne vous reproche pas. Personnel. Non, je ne vous reproche pas. L'émission ici, elle est interactive. Faites votre débat. D'accord. OK. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, qu'en réalité, quelqu'un ne peut pas avoir passé 16 ans d'affilée au gouvernement. Vous avez été témoin des conférences de presse où le ministre Chiroma menaçait certains médias de vouloir déstabiliser le Cameroun. Simplement pourquoi? Parce que ces médias posaient des questions sur un certain nombre de choses. Et un beau matin, parce qu'il est devenu opposant, il est redevenu opposant, son communicateur vient sur le plateau de télévision vous dit 43 ans d'échec. Je rappelle que, pour ceux qui ne lisent pas les textes, la responsabilité ministérielle au Cameroun, elle est constitutionnelle. C'est-à-dire que, je pense que c'est l'article 12 de la Constitution, si je ne me trompe, le ministre est responsable devant le Parlement des actes qu'il pose. Ceux qui nous écoutent à la maison le savent, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau de la communication dont vous êtes membre, que ce soit au niveau de la formation professionnelle. Est-ce qu'on peut nous dire que M. Chiroma a fait des merveilles? Je ne pense pas. Si on a le temps, je vais revenir dans un certain nombre de travers qui gangrènent ces 3 ministères pour montrer à nos amis du FSNC qu'en réalité, on a un bilan commun. S'ils ont réussi, ça veut dire que nous avons réussi. Si on a échoué, ça veut dire qu'on a tous échoué ensemble. Maintenant, je viens à votre question pour ne pas rester dans le ping-pong. Pour dire que, en réalité, oui, les candidats ne peuvent pas avoir les mêmes chances. Ils ne peuvent pas avoir le même poids. Je suis désolé, ce n'est pas être condescendant envers les autres que de le dire. Il est clair que sur la scène politique camerounaise, il y a un lion, il y a quelqu'un qui s'est taillé la part du lion, et notamment à travers son implantation territoriale, qui est très vaste et qui fait que lorsqu'il va à une compétition, vraiment, il va déjà presque gagnant. Pourquoi il va presque gagnant? Parce que c'est le seul parti politique dans ce pays qui quadrille l'ensemble du territoire. La drague que nos amis, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé, la drague que nos amis du FSNC essayent de faire au Manidem, pour ne pas dire MLC, FCC, je sais trop quoi. La drague qu'on essaie de leur faire, c'est pourquoi? C'est pour combler un certain déficit d'implantation territoriale. C'est-à-dire que les partis, pour la plupart qui nous combattent, sont des partis régionaux. Je n'ai pas voulu dire ethno-régionaux. Mais quand vous faites des alliances... Non, nous, quand nous faisons des alliances, vous savez, je vous ai dit à l'époque avec même le FSNC. Je vous ai dit un jour que nos alliances, peut-être c'était pas sur votre plateau, je vais le dire, ça va choquer certaines personnes. Les alliances du RDPC sont un peu comme à comparer à la littérature vue par Stendhal. Vous savez ce que Stendhal dit de la littérature un jour? On demande est-ce qu'elle est importante à la vie? Stendhal dit la littérature dans la vie, c'est comme la fleur. Vous l'enlevez, la vie continue. Vous la gardez, la vie continue. Mais il pose la question, qui aurait aimé qu'il n'y ait plus de fleurs décoratives? Nous avons des alliés. Quand vous prenez nos résultats en 2020, on a affronté le FSNC, on a affronté l'UNDP en 2020 aux élections locales. Extrême Nord, sur 29 députés, le RDPC a 25. Et les 25 députés sont des fils de l'Extrême Nord. Adamawa, je pense que c'est 12 députés, le RDPC en a 8. Ce sont les fils de l'Adamawa. Même chose. Combien l'Adamawa? C'est 8 ou c'est 6? Parce que je sais, il y a 25, il y a 6, il y a 8. De toutes les façons, dans toutes les 3 régions, nous sommes majoritaires. Donc, et quand on dit nous sommes majoritaires, on n'a pas pris des gens à Douala ou à Yaoundé pour aller les faire devenir députés et autres là-bas. Ce sont des fils du Nord. Donc, quand on nous donne le sentiment que le fait de nous séparer des alliances décoratives nous met dans la difficulté, je souris un peu, je me dis, mais attendez, que les élections arrivent, que le 12 octobre vienne et les uns et les autres verront quel est le réel poids politique. Nous ne minimisons pas nos alliés. Vous savez, le président Biya a un objectif dans son esprit, c'est fédérer autant que faire se peut. Jusqu'aujourd'hui, au gouvernement du Cameroun, on a d'autres alliés dont on pourrait se séparer sans aucune conséquence. Mais le président Biya dit, il faut que toutes les communautés, il faut que toutes les composances sociologiques du pays la parole pour participent à la gestion et il met tout le monde. Voilà. Quels critères objectifs pour juger de la crédibilité des candidatures définitivement, ou du moins les 13 qui ont été pour l'instant retenues? Bon, comme
critère objectif, hein, et je ne sais pas de quel point de vue vous voulez parler. Si vous voulez parler de l'objectivité dans la sélection des dossiers... Question ouverte. Voilà. Si vous voulez parler de l'objectivité dans la sélection des dossiers, je vais simplement vous renvoyer au code électoral et je vais vous dire que ELECAM a jugé les dossiers à l'aune du code électoral. Vous savez, tout ce qui est demandé dans la déclaration de candidature à l'article 122. Donc, quand vous venez déposer votre dossier, ce que ELECAM se bornait à faire, c'est de voir si le dossier est en congruence, en adéquation avec ce que demande l'article 122 du code électoral. Maintenant, il n'est pas exclu que, et heureusement c'est ça la bénédiction de notre système, il n'est pas exclu qu'un candidat qui a été recalé au niveau du conseil électoral soit repêché au niveau du conseil constitutionnel. La crédibilité peut aussi être du point de vue de la légitimité, hein, aux yeux de l'opinion, aux yeux de... Oui, Djipita, si un candidat, imaginons, si aux yeux de l'opinion, vous avez un candidat qui fait bonne figure, et que ce candidat qui fait bonne figure vient vous déposer un dossier défaillant, vous n'allez pas l'accepter parce qu'il fait bonne figure au niveau de l'opinion. Et je dis encore à nos amis du Manidem, MSC, FCC que, en réalité, les opposants qui sortent aujourd'hui pour venir vous défendre, qui ne vous ont jamais soutenu, qui n'ont jamais soutenu la moindre revendication du MRC, parce que je rappelle, quand le MRC revendique le code électoral, depuis un certain nombre d'années, le ministre Chirouma était encore au gouvernement. Le ministre Chirouma a passé le temps à dire que voilà les gens qui veulent déstabiliser le pays. Donc, ils n'ont jamais soutenu la moindre revendication de ce parti. Et comme ils ont le flair, parce que le ministre Chirouma, il faut lui reconnaître, ça c'est un grand politicien, il a senti un mort politique et il veut récupérer sa dépouille. Vous voyez, on vient vous tenir ce genre de discours. Djipita, sur la scène politique camerounaise, il n'y a pas de passe-droit. Vous vous appelez le président Biya. Quand je dis le président Biya, c'est la référence des références. Vous venez avec un dossier qui n'est pas complet, un dossier qui n'est pas en forme. Je suis désolé, les instances chargées d'étudier ces dossiers-là se sentiront obligées d'écarter, de vous mettre à côté. Vous avez vu la liste qu'ils ont sortie. On vous dit par exemple que pour le cas dont on est en train de parler, un parti politique a 2 présidents. Chacun des présidents signe une lettre d'investiture. Quand je dis 2 présidents, c'est 2 personnes qui revendiquent ces qualités. Chacun signe une lettre d'investiture. Vous êtes à la place de l'organe électoral. Vous allez faire comment? Vous allez choisir entre les 2? Vous ne choisissez pas. Et je vous dis pour sortir que le Conseil constitutionnel, contrairement à ELECAM, ne va pas se limiter à la seule loi électorale pour étudier les candidatures. Hein. Il va étudier toutes les candidatures en rapport avec tout le dispositif législatif qui existe, de sorte que si votre candidature se soumet au code électoral et qu'elle viole une autre loi de la République, vous serez retoqué. Donc ne soyez pas surpris que certains dossiers recalés aient des motifs supplémentaires ou alors certains dossiers retenus soient écartés au motif qu'ils auraient ébranlé certaines autres lois de la République. Quel critère objectif pour juger de la crédibilité d'une candidature ou des candidatures retenues, tout au moins? Oui, vous savez que quand on défend le RDPC, c'est compliqué d'appeler le mot bilan. En réalité, c'est la question qu'on demande. Maintenant, quelle objectivité quelle objectivité va permettre aux citoyens de faire un choix? Donc, ça, c'est à travers non seulement le bilan individuel des différents candidats, premièrement. Et deuxièmement, il y a l'offre politique. On ne va plus rester là parce que telle personne est populaire, parce que telle a des communicants. Non, on va analyser avec l'offre politique, avec des programmes. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, le Cameroun, en réalité, a besoin d'une transition. Il y en a tellement beaucoup de choses à faire que le mandat qui doit arriver doit être un mandat de transition où on doit faire beaucoup de réformes, que ce soit en ce qui concerne la forme de l'État. Aujourd'hui, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est fractionné. On ne vit plus pratiquement là-bas à l'extrême nord la guerre contre Boko Haram. Mais en réalité, cela traduit que tous les Camerounais aujourd'hui, dans son ensemble, aujourd'hui souhaitent gérer lui-même ses propres affaires. Donc, on n'est pas dans l'histoire de la décentralisation, c'est dans l'histoire de la fédération. Donc, c'est le programme politique, l'offre politique et surtout les programmes qui peuvent être mesurables et non de venir balancer certains projets, certaines promesses sans toutefois nous donner où est-ce qu'il prendra ces ressources-là pour réaliser ce projet-là. Donc, pour cette année,
Et je me réjouis du fait que le peuple camerounais, il est déjà aujourd'hui, il est mature, il sait ce qu'il veut véritablement et il va surveiller à la lettre, à la loupe les différentes offres politiques et également le bilan personnel de chaque candidat à ce qu'il a eu à gérer. De toutes les façons, parmi les 13 pour le moment qui sont retenus, il y a d'autres qui ont eu à gérer d'une manière ou d'une autre les choses publiques. Et là, on va analyser également leur gestion, leur bilan, comment est-ce qu'ils se sont comportés, comment est-ce qu'ils ont géré et comment est-ce qu'ils ont apporté un actif. Et vous d'emblée, vous dissociez de tout ce bilan. Absolument du bilan du RDPC. Absolument, on se dissocie. On ne peut pas être comptable du bilan du régime de biens. Vous pouvez rendre compte du bilan lors de votre passage au ministère des Transports. Absolument. Je vous ai cité tout à l'heure. Je n'ai pas qu'un exemple. Chiroma, il n'est pas le chef du gouvernement, à ce que je sache. Il n'est pas chef de gouvernement. Il a obtenu un pan qui est bien déterminé, un secteur bien déterminé. et qui plus est, il faut faire attention. On peut être ensemble, nous sommes en train de collaborer. À un moment donné, on peut être ensemble sans commettre le même crime. Absolument. Chacun est comptable. La preuve, chacun est comptable de ses gestes et de ses actions. Voilà qui est dit. Chiroma n'est pas, à ce que je sache, il n'est pas chef du gouvernement. Il ne peut pas être comptable de tout le reste du gouvernement. Alors, sur la crédibilité des candidats, j'aurais 2 critères. D'accord. Le premier, c'est le programme. Et pour se dire crédible, il faut nous proposer un programme qui nous parle de souveraineté totale. Nous voulons véritablement la rupture. Une rupture de cette relation qui nous vassalise à l'Occident. Nous voulons une souveraineté totale, sans aucune forme de négociation. Nous voulons notre souveraineté économique et monétaire. Nous voulons être souverains et avoir une langue qui nous est propre. Voilà, entre autres, les éléments qui sont défendus et portés par M. Matumba. En résumé du panafricanisme. Effectivement. Et dans cet ordre d'idées, donc, puisque vous avez parlé de panafricanistes, on voit aujourd'hui naître de façon spontanée des panafricanistes dont on ne connaissait pas il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais aujourd'hui, ils naissent et ils ont compris que c'est le discours qu'ils portent. Non, je ne vais pas faire la campagne d'un quelconque candidat sur votre plateau. Les électeurs les panafricanistes sont sages. Et ils sauront qui sont ceux qui veulent s'approprier un combat qui sont pourtant longtemps reniés. D'accord. Et en plus de ce programme, donc, il y a également la constance. La constance voudrait ici que si je déclare être panafricaniste aujourd'hui, il faudrait que j'ai un bilan qui témoigne de ce que par le passé, j'ai justement milité en faveur de cette juste cause et qu'il y ait des actions qui prouvent qu'effectivement je l'ai fait. Et sur ce point de vue, le candidat Serge Espoir Matumba n'a plus de preuves à faire. Il a été adoubé par un de ses homologues, d'ailleurs, M. Ibrahim Traoré au Burkina. Il est adoubé par les panafricanistes au Cameroun. Et son travail, sur le terrain... Si Serge Espoir arrive au pouvoir, le Cameroun va-t-il rentrer dans l'AES? Si Serge Espoir arrive au pouvoir. Donc, disons que nous avons une politique qui est dans une certaine mesure, ou qui correspond dans une certaine mesure à celle de l'AES. Mais maintenant, s'il faut entrer dans l'AES, il faudrait encore définir toutes les conditions nécessaires pour que nous ne devenions pas des vassals d'autres États. Vassaux, ok. 674 569 521, c'est le numéro par lequel vous pourrez envoyer vos messages et participer à l'émission via WhatsApp, 674 569 521. Karamoko, ce tour de table, je le prends avec vous. Alors,
l'absence de certaines figures majeures, tout au moins à ce stade, après la publication des 13, vous dites que c'est un motif politique ou c'est une stratégie judiciaire ou d'élimination des candidatures potentielles? Ça peut aussi vous être avantageuse, hein, cette option-là. Ce n'est pas question qui peuvent être avantageuses à X et Y. On cherche vraiment à comprendre cette façon-là. Ça relève tout simplement de la sorcellerie politique. Non. Oui, absolument. Ça relève de la sorcellerie politique. Je m'explique. Il faut qu'ils convainquent les autres opposants, ceux qui sont déjà dans l'opposition. C'est pas facile, Karamou. On peut dire la même chose. On peut tout dire, mais c'est la manière de dire qui peut... Vous connaissez la définition de sorcellerie? Non, je ne peux même pas admettre ça. Vous connaissez la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quelque chose qui ne peut pas être... On ne peut pas l'expliquer. Il vient trouver dans une autre, trouver dans autre chose. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. C'est de la sorcellerie. Non. Je l'ai dit pourquoi? Parce que... Attendez, pourquoi moi je vous dis non? Le ministre Tchirouma a été ministre de la Communication. Il sait que un média comme la... Attendez. Oui. Il sait que la télévision est un média de masse. Et qu'il y a plein de personnes là derrière qui n'ont pas forcément le même niveau de compréhension que nous et qui peuvent interpréter autrement ce qui se dit à la télé. C'est pour ça qu'on doit aussi éduquer. D'accord? Et c'est pour ça que nous avons le devoir de ne pas laisser passer... Le ministre Tchirouma est d'accord avec lui. De ne pas laisser passer... Non, je ne pense pas. Pour connaître l'homme. De ne pas laisser passer un certain nombre d'épithètes. Donc, très bien. Disons que ce n'est pas de la politique. D'accord, je retire le mot. Donc, c'est en réalité une stratégie inexplicable. Exact. Ça n'a rien de rationnel. Voilà. Pourquoi? Parce que chaque parti politique, pourquoi est-ce que le ministre de l'administration territoriale, on a l'impression qu'il a un problème particulier avec que ce soit Maurice Kamto. Mais son problème, c'est de faire respecter la loi. Absolument. Absolument, c'est de faire respecter la loi. Et maintenant, dans le cas d'espèce, je ne défends pas la candidature de Maurice Kamto, je ne défends pas Kamto, mais en réalité, c'est le jeu démocratique. L'élégance démocratique, l'élégance démocratique ne me permet pas d'accepter un certain ensemble de choses. Et même au conseil électoral de l'ECAM, ils disent que la candidature a été rejetée pour pluralisme d'investiture. Mais en réalité, le conseil électoral devait savoir que tel parti politique qui investit. Et là, il y a des notes que le ministre de l'administration territoriale a lui-même écrit pour reconnaître Anissé Kani comme mandataire du parti du Manidem. Et ils ont conclu d'investir le professeur Kamto. Et c'est de leur droit, il faut les laisser compétir. Pourquoi le RDPC a peur? Pourquoi le RDPC a peur en réalité? Comme mon ami ici venait de dire, il veut absolument nous faire partager le bilan. S'il était positif, s'il était aussi bien que ça, je ne pense pas qu'il veut absolument nous cautionner dans ce bilan-là. C'est parce que lui-même, il reconnaît qu'il a un bilan qui est mauvais. Ils veulent absolument écarter des uns et des autres. Maintenant, que ce soit la candidature des uns ou des autres, acceptée ou pas, nous partons déjà dans une compétition. C'est un marché. Maintenant, chacun va donc présenter son offre donc au marché qui est le Cameroun. Les électeurs feront donc des choix rationnels basés sur des critères vraiment objectifs. Les critères objectifs qui seront essentiellement sur les programmes politiques, les offres politiques. Et nous, au FSNC, ce que nous avons décidé, nous avons réfléchi en train d'élaborer des programmes qui vous sera transmis probablement après, lors du lancement de campagne, avec des ressources. Des ressources, nous allons expliquer avec des ressources qui vont avec, qui sera chiffré. Ça va être une première au Cameroun. Yves, l'absence de certaines figures majeures, motifs politiques ou stratégies juridiques? Bon, motif politique, stratégie juridique, je ne sais pas. Mais je voulais d'abord saluer la détermination, la haine de mon ami et frère Souleymane Karamoko. Il me fait penser au ministre Issa Tchirouma lui-même. Vous savez que le ministre Issa Tchirouma lui-même était une bête de scène. Hein. C'est-à-dire que donc, quand il parle, il y a le sentiment que c'est le ministre Tchirouma. Mais là, les faits, c'est surtout... Vous êtes surtout surpris. Ce qu'il veut faire passer ne passe pas. Vous êtes surtout surpris de voir qu'il vous oppose, votre ancien ami,
je suis terrible. Je suis stupéfait. Il vous met face à votre miroir. Non, pas face à notre miroir commun. C'est-à-dire qu'on a travaillé, on a fait un certain nombre de choses. Non, ce n'est pas une affaire de mariage. Suleiman, ce n'est pas le mariage forcé. la rupture. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le mariage forcé. Vous avez détruit le pays. Quand le mariage... Non, on ne peut pas dire ça. Je vais revenir là-dessus. Oui, s'il était aussi bon que ça, quand le mariage, vous savez, quand le mariage est fini, on liquide les biens et puis on les partage. On partage aussi bien les actifs que les passifs. Voilà des gens qui ont été dans 3 ministères. 3 ministères qui jusqu'aujourd'hui connaissent de profonds problèmes. Si je demande à Souleymane Karamoko de me dire combien de jeunes Camerounais le ministre Issa Chiroma a sorti, a tiré comme ça de son ministère de la formation professionnelle où il était, vraiment ça va être un autre débat. Si on entre là et on sera obligé d'entrer, vous savez, on aurait aimé être élégant, s'il te plaît. C'est dérégulé, c'est pas de donner de l'amour, c'est dérégulé. Renvoie-moi ma politesse, s'il te plaît. Je te renvoie, il n'y a pas de problème. Nous, on aurait aimé être élégant. Quand vous avez été avec une femme et qu'elle vous quitte, ou alors c'est vous qui la quittez, vous ne parlez pas d'elle. Vous allez remarquer que depuis, on évite de parler de cette femme. Mais si la femme se met à dire un certain nombre de choses inexactes, il faudra bien qu'on se défende. Et quand certains dossiers vont atterrir sur la place publique, que les gens ne nous accusent pas de ci ou de ça. Bref, je voudrais passer pour dire que, je laisse d'abord cette cuisine-là, pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de stratégie politique pour éliminer un quelconque candidat du Pitan. Et je m'excuse, je reviens encore aux médias. Je ne sais pas pourquoi les médias sont autant complaisants envers un monsieur qui vous a annoncé lui-même en 2020. Au moment où... C'est pas votre procès simple. Hein? Non, Parce que... Non, je sais que vous n'aimez pas qu'on touche à votre corps. C'est une phrase en passant. C'est une phrase en passant. Faites le débat des politiques. OK. Je voudrais dire que... On fera notre débat. Voilà, je voudrais dire que... Voilà quelqu'un qui, en 2020, à la face du monde, vous dit « Je ne vais pas aux élections. Je sais que la décision que je prends est lourde de conséquences. Elle va me mettre en difficulté. » Et au moment où il est en difficulté, personne ne lui oppose ce péché originel. Personne n'en parle. Pourquoi vous ne lui demandez pas « Mais monsieur Kamto, en 2020, vous nous avez dit ceci. » Vous voyez, maintenant, il arrive dans un parti politique. Et vous savez que une des maladies de nos partis politiques au Cameroun, ce sont des divisions. En 2018, le monsieur qui se présente aujourd'hui comme l'autre président du Manidem, Dieudonné Yebga, vous savez qu'il a soutenu un candidat, non? Il a soutenu le candidat que le monsieur Anissé Kane a investi, c'est-à-dire monsieur Kamto. À l'époque, Anissé Kane lui-même était du côté du pouvoir. Il soutenait le RDPC. Anissé Kane, bien entendu. Officiellement. Il le soutenait. C'est ce qu'il se disait. Tout le monde en 2000. Bon, je corrige. Non. Ce qu'il se disait en 2018 est que M. Kane a été choisi comme président du Manidem parce qu'il est dans les bons papiers du MINAT. Parce qu'il est la personne que le gouvernement préfère. Vous voyez? Et de l'autre côté, je vais vous dire... Non, je veux qu'on comprenne. Non, une seconde. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un média de masse. Oui. Ne disons pas ce qui se disait. Voilà, non, c'est l'histoire. Non, ne disons pas ce qui se disait. Oui. Disons les faits. Voilà, et les faits, justement, oui. Si on ne peut pas matérialiser les faits... Je matérialise mon propos. Il vaut mieux ne pas le dire. Voilà, je matérialise dans mon propos. En 2018, il y a 3 formations politiques qui sont en difficulté. L'UPC, le CPP, le Manidem. Le ministre de l'administration territoriale prend une note. Il désigne un responsable au CPP. Il ne reconnaît pas, il désigne. Il reconnaît un responsable au CPP. Il reconnaît un responsable au Manidem. Il reconnaît un responsable à l'UPC. Les 2 autres vont au tribunal. Ils ont gain de cause. Vous voyez? Bon, Dieudonné Yebga, il a essayé de contester avant. Il est allé au tribunal voilà. aussi. OK, il va au tribunal. Apparemment, son dossier encore pendant. Voilà. Est-ce que vous allez nous expliquer que le même ministre qui en 2018 et la politique, c'est aussi l'histoire de ce qu'on dit sur les plateaux de télévision, ce qu'on entend. Et le discours de l'époque, c'est quoi? Le discours de l'époque, c'est que M. Anissé Kane a été choisi parce qu'il est un pro-gouvernement. Et vous vous souvenez, il y a encore une vidéo de Mbombo Yebga qui est dans son véhicule. Il nous dit qu'il va à Maton pour voter le professeur Maurice Kamto. Il a plusieurs reprises appelé à le voter. Donc, on est dans un environnement où le parti politique connaît des divisions depuis. Personne ne peut le nier. On a 2 personnes qui en revendiquent la présidence. Si vous êtes membre du conseil électoral ou membre, je ne vais pas parler à la place du conseil constitutionnel, il faut qu'il parle en premier. Le conseil électoral a parlé, il vous dit, j'ai devant moi des factions qui se revendiquent diriger un certain parti. Je fais comment? J'ai entendu un professeur, s'il te plaît, c'est pas à eux de dire ça. J'ai entendu un professeur d'université demander sur un plateau de télévision que est-ce que le motif de rejet est indiqué dans le code électoral? Vraiment, j'ai sursauté du point où j'étais à la maison. Je me suis demandé est-ce qu'il y a un seul motif de rejet qui est indiqué dans le code électoral?
Si vous me dites que le code électoral ne dit nulle part qu'on doit rejeter une candidature pour pluralité d'investiture, est-ce que vous pouvez me dire là, le code électoral dit qu'on doit rejeter une candidature incomplète? Est-ce que vous pouvez me montrer la disposition du code électoral qui dit qu'on doit rejeter une candidature qui n'a pas de caution? Vous voyez? Donc il faut qu'on essaie d'être conséquent. L'article 25 de ce code électoral dit le conseil électoral peut rejeter une candidature. Et l'article poursuit, quand la candidature est rejetée, on motive et on notifie à l'intéressé. Voilà tout ce qui est dit. Mais vous voyez, il faut qu'on sorte. La démocratie camerounaise souffre de la mauvaise foi des différents acteurs. On ne peut pas mal monter son affaire et au moment où la décision tombe comme un couperet, on vient dire non, c'est le régime qui voulait nous éliminer. Je rappelle que M. Kamto, le professeur, et son parti ont été aux élections dans ce pays à plusieurs reprises. Ils ont été battus à plusieurs reprises. Donc quand on nous dit, vous voulez éliminer un candidat pour telle ou pour telle raison, nous qui sommes du RDPC et qui avons notre assise territoriale, nous rions un peu. Souleymane, je sors par un élément, il a parlé de notre bilan. Souleymane Karamoko ne rougit pas. Le FSNC ne va pas rougir. Notre bilan commun est élogieux. Je dis bien, notre bilan commun est élogieux. Quand il faudra s'asseoir pour parler de ce Cameroun de 82 à 2025, je vous assure, on ira point par point et vous verrez que, nonobstant tout ce que les Camerounais ont comme problème, le bilan est largement positif. Peut-être qu'on n'avait pas les moyens pour faire que le Cameroun devienne un paradis, mais les moyens qu'on a eus nous ont permis de faire que le Cameroun s'ouvre, le Cameroun grandisse et qu'il soit une plaque tournante de l'Afrique centrale et peut-être même de l'Afrique tout entière. La campagne viendra évidemment. Pendant ce moment-là, on vous entendra sur vos bilans, mais surtout sur vos offres politiques de campagne, de gouvernance. Cela dit, Roland, sur l'absence de certaines figures majeures. Alors, je voulais vous demander quelles sont ces figures majeures. Vous n'en trouvez pas? Bon, je ne sais pas, dites-moi. Vous passez la question. Non, je ne passe pas la question, mais je voudrais que vous la contextualisez véritablement. En fait, la question est sous-entendue. Elle est d'abord en elle-même question, mais sous-entend qu'il y en a aussi. Bon, je voulais donc savoir, selon vous, quelles sont ces figures majeures pour que Je vous renvoie la question. Y a-t-il des figures majeures? Toutes les figures sont majeures. D'accord. Et donc, celles qui ont été... Également, en fait, toutes celles qui ont déposé, déclaré. Déclarées sont majeures. Et donc, il y a forcément 80 figures majeures qui ont été... Effectivement. Et donc, la question dont on en vient, sur cette absence-là, vous dites, c'est une stratégie politique, une stratégie juridique, ou alors ce sont les arguments qui ont pesé pour qu'on en arrive là? Alors, l'organe en charge de la réception des dossiers de candidature et de leur analyse a décidé de rejeter 70 candidatures ou 70 dossiers de candidature. Et il est prévu qu'il faut notifier aux candidats pourquoi est-ce que leur candidature a été rejetée. Et tous les candidats ont donc été notifiés. Et puisqu'ils ont été notifiés, ils ont un dernier recours devant le juge constitutionnel. Alors, ils produiront les preuves qu'ils ont en leur possession pour montrer qu'il s'agit d'un rejet fondé ou infondé. D'accord. Okay. Oui, s'il te plaît, je voulais ajouter un élément. Quand j'ai parlé tout à l'heure ici de la méconnaissance des textes, est-ce que vous savez que beaucoup de candidats n'ont pas notifié le Conseil constitutionnel, n'ont pas envoyé copie de leur déclaration de candidature au Conseil constitutionnel, comme le demande l'article... Je crois qu'il y a le MINAT, il y a l'ECAM et puis il y a le Conseil. Voilà, donc vous faites en deux. Vous déposez, ils ne le font pas. Et un matin, les gens se lèvent, commencent à vous dire voilà. Donc on accuse les autres de ses propres manquements. C'est vraiment dommage. D'accord. On poursuit donc toujours sur cette question. La société civile et les médias peuvent-ils clarifier les enjeux? On va laisser les médias tranquilles. Alors, les mécanismes, qui est donc désormais... Je crois que aucun d'entre vous, non, il n'y a que le RDPC. Pardon, que ce soit le PURS, le FNSC, il n'y a pas de requête. Hein. Vous ne souffrez de rien, vous êtes des candidatures définitivement acquises, puisque le délai c'est aujourd'hui. Bon, on attend 23h59. Voilà. Maintenant, ils sont à la conquête des rejetés. C'est-à-dire que, passé 23h59, les dossiers qui n'auront pas connu de requête pourront être définitivement acquis ou admis comme des candidatures à l'élection présidentielle. Objection, député, par rapport à ce propos. Oui. Je rappelle que le Conseil constitutionnel, ça c'est l'article 48 de la Constitution du Cameroun, est juge de la régularité de l'élection. Et à ce titre,
il va examiner tous les dossiers. Donc, on peut retenir un dossier au Conseil électoral sans qu'il y ait une requête et le Conseil constitutionnel rejette. Je vous l'accorde. Voilà. Alors, monsieur, au cours de cette élection, ce sera peut-être l'une des dernières questions avant de prendre les messages, peut-on espérer un débat de fond, d'idées, de forme, dans des formats, je veux dire, acceptables, avec des arguments, parce qu'on l'a vu antérieurement. Il ne me souvient pas qu'on ait déjà eu un véritable débat avec les candidats, un débat croisé surtout, avec les candidats. On l'a grandement espéré pour l'élection de 2018. Évidemment, certains candidats sont d'accord et d'autres le sont moins, ce qui nous embarrasse, nous, les médias, et l'opinion a l'impression qu'on passe le temps à organiser des débats comme ça entre... mais les candidats eux-mêmes... Karamoko, le ministre Chirouma sera-t-il prêt, le moment venu à l'ouverture de la période de campagne, à faire face aux 12 autres candidats sous réserve de la liste définitive qui sera publiée par le Conseil constitutionnel? En dehors même d'être prêt, il va vous inviter. De toute façon, il va vous inviter. Tout à l'heure, dans votre propos, vous avez dit qu'il y a d'autres candidats qui sont moins, d'autres qui acceptent. Il y a un seul candidat qui refuse le débat. Ce candidat-là s'appelle Biya, Paul Biya, le président de la République du Cameroun. C'est lui qui refuse le débat. Il refuse le débat, pourquoi? Parce qu'il n'a rien à proposer, il n'a rien à défendre. Voilà, absolument. Non, il faut qu'on soit clair. Non, je vous laisse parler, mais une question. Oui. Si le président Biya ne vient pas, pourquoi les autres entre eux ne font pas de débat? Qui a refusé? En 2018, c'est le ministre Chirouma qui a débattu pour le candidat Biya. En 2018, où ça? Où ça? C'est le ministre Jacques Famine Dongo, s'il vous plaît. Une seconde. Le ministre Chirouma a fait la campagne. Je peux vous garantir qu'en 2018, plus de la moitié des candidats ont refusé de venir sur les plateaux débattre. Bah, je ne sais pas là où vous prenez ça, mais de toutes les façons. Les journalistes. De toutes les façons. Je parle de nous. Oui, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Oui, même si vous parlez Et de j'ai nous, observé que dans les autres médias, ces débats n'ont pas eu lieu. Donc je peux conclure qu'ils ont eu le même problème que nous. Non, probablement, peut-être que vous n'êtes pas assuré, peut-être sur la forme. Bon, peut-être sur la forme. Vous avez souvenance d'un débat en 2018, vous avez souvenance d'un débat entre candidats? De toute façon, les candidats se sont confrontés, les candidats se sont quand même confrontés aux hommes des médias. C'est à vous maintenant, les médias, de vous organiser, de faire en sorte que d'inviter donc les différents candidats pour que le plateau soit objectif avec véritablement des critères. C'est vous qui devez vous organiser et afin que les candidats viennent sur votre plateau, tous viennent débattre. Et aujourd'hui, tous les candidats là, ils sont prêts à faire ce débat-là. Du moins, en ce qui concerne le FSNC, il est prêt à faire ce débat-là. Bien sûr, l'homme Biya, on sait que véritablement, il ne viendra pas de toute façon. Et en plus, je ne sais pas pourquoi pourquoi le parti politique RDPC est si méchant et si méchant que ça. Pourquoi? Parce que quand on est vieux, quand on a un certain âge, s'il vous plaît, laissez-moi continuer. C'est moi qui modère le plateau. Oui, je vous comprends. On lui fait les messages de temps en temps. Il peut être sanctionné à la fin de l'émission. Mais Karamoko, c'est moi qui donne la parole. Une seconde. C'est moi qui régule le plateau. Oui. Je vous ai dit que j'ai du mal à m'adapter à certaines épithètes. Hein, j'ai du mal. Il y a des mots qui, vraiment, vous avez dit un mot tout à l'heure. Nous sommes... Non, après, Sorcellerie vient de le dire maintenant. Donc, je ne veux pas le redire. Méchant. Je ne veux pas le redire, mais disons qu'on passe. Celui qui est au fin fond du village, là, il comprend très bien ce que nous sommes en train de dire. Non. Parce que faire travail, Une seconde. Oui, je vous ai compris. Je retire le mot. Comment est-ce qu'il est concevable qu'un monsieur de 92 ans, vous savez, il y a un cycle vraiment biologique. Il y a certaines cellules de l'organisme qui ne se renouvellent pas, notamment les cellules nerveuses. Et c'est ça qui nous amène à prendre souvent des décisions rationnelles, de réfléchir pour prendre de très bonnes décisions. À 92 ans, Dipita Tongo, même vous avez vu comment le ministre s'il vous plaît, a perdu la tête devant les caméras de télévision et vous avez coupé ça. Non, mais il parlait de... Mais vous aurez votre temps de parole. C'est terrible. À 92 ans, nous sommes en Afrique. On a besoin de deux choses. Vous aurez votre temps de parole. On a besoin de deux choses, voire trois. Manger, dormir,
se reposer. Ou à défaut, faire les comptes, les comptes aux petits-enfants. À l'heure actuelle, nous demandons à ce que le président Biya fasse ses mémoires. Aujourd'hui, il est invisible. À 75 ans, le ministre Chiroma prendra-t-il l'engagement de publier son bulletin de santé, tout au moins, même si ce n'est pas exigé? Oui, il va le publier. Il va le publier. Il y aura une charte éthique que le ministre Chiroma va signer à l'endroit de tout le peuple camerounais. Même son bilan de santé va être également publié. Ça va être véritablement de la clarté et ça sera très objectif. Et là, sur ce point, rassurez-vous, il le fera. Il le fera. Et pour revenir donc à celui qui gouverne le Cameroun, aujourd'hui, on ne le voit plus. À travers peut-être 5 minutes ou 10 minutes par an. Le président dit quand même qu'il y a deux travail. Roland, peut-on espérer un engagement des candidats à faire un débat franc, public, médiatique, pour confronter leurs idées, leurs programmes, leurs ambitions pour le Cameroun? Bon, ce que je vais déjà dire, c'est que nous ne sommes pas obligés d'adapter notre système politique, le fonctionnement de notre système politique à celui... On a choisi la démocratie. D'ailleurs, c'est canon. Nous ne sommes pas obligés, ça c'est la première des choses. Mais maintenant, en ce qui concerne le candidat Matumba, si son agenda lui permet, si vous l'invitez à un débat... Avec notre candidat. Avec un autre candidat, naturellement, il sera heureux de venir présenter lui-même le programme qui lui permettra de nous diriger pendant les 7 prochaines années. Et je voudrais dire que nous croyons à Matumba, nous croyons à son sens du leadership, du management. Les preuves, il en a. Il a fait un bon bout de chemin et il a beaucoup d'éléments qui plaident en sa faveur. Et j'aimerais dire que nous pensons que tous ceux qui ont mangé ensemble doivent partir ensemble. En d'autres termes, tous ceux qui ont mangé ensemble doivent partir ensemble. Serge Espoir Matomba, il est grand conseiller. Il ne mange pas là-bas. Élu, il a été élu. Non, vous ne pouvez pas dire qu'il mange là-bas. Non, je pose la question. Vous ne pouvez pas dire qu'il mange là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, bon, si vous ne savez pas, alors restons non, je n'ai pas. C'est une question. Données factuelles. Bon, je retire ma question. N'imaginons pas des choses. Je vous le concède et je m'en excuse d'ailleurs, je retire ma question. Cela dit, Yves, sur la... Oui, je voudrais dire qu'en réalité, il n'y a pas de chance qu'on ait un débat programme contre programme. La preuve, regardez, non, c'est pas ça. C'est pas parce que notre candidat ne souhaite pas. Regardez ce qui se passe pour cette table. Si j'enlève le communicateur du puce, vous remarquez que mon vis-à-vis, à peine, si vous donnez 5 minutes de parole, il parle de son candidat et de son parti, peut-être 30 secondes. Il a 4 minutes 30, le candidat Biya, avec lequel il partage pourtant le même bilan. Donc il y a un problème. Et vous voyez quelque chose de vraiment ignoble, hein, entre guillemets, qui se passe. C'est-à-dire que on a son candidat est une personne du 3e âge. Je ne vais pas dire autrement. Ce sont des personnes qu'on respecte dans nos sociétés parce que quand on atteint 75, 80 ans, vraiment, c'est un âge qui impose le respect. Vous représentez quelqu'un comme ça et vous venez attaquer sur un plateau de télévision un autre monsieur du 3e âge. Et vous avez suivi cette conférence de presse au cours de laquelle moi j'ai eu pitié du ministre Chiroma. On lui pose une question et on a l'impression qu'il a perdu la tête. Au point où on demande de couper. Mais il vient s'asseoir sur un plateau de télévision pour vous dire vraiment quand on atteint un certain âge, on commence à perdre la tête. Non, je pense que la démocratie n'a pas besoin des attaques personnelles. On doit venir faire le débat et je me félicite de votre question. Faisons le débat sur les alternatives. Le RDPC implémente ceci, il implémente cela. Venez nous dire que c'est mauvais et que vous voulez, à la place de ce que le RDPC fait, implémenter autre chose. Ne venez pas nous tenir le discours des individus. Vous savez, il y avait un certain Eleanor Roosevelt qui disait que généralement, les petites personnes aiment parler des personnes. Les personnes moyennes parlent des événements. Ouais, et des personnes beaucoup plus importantes parlent des idées. Faisons un débat d'idées, laissons le débat sur les individus. C'est ce que je voudrais dire. Et je précise que les gens demandent aux candidats bien de venir au débat. Ils viendront au débat avec qui? Avec ses adversaires. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Hein. C'est quoi? Je vais vous donner le nom. En 30 secondes, je vous raconte une histoire. Une de vos collègues journalistes me confie que c'est une dame. Elle me dit que les Camerounais sont terribles. Dès qu'un monsieur est investi comme président d'un parti et candidat à la présidentielle, et encore que celui dont elle parlait est un candidat qu'on a recalé,
il devient quelqu'un d'ordinaire. Il n'est plus accessible. Elle appelle un candidat déclaré pour lui dire je voudrais avoir ton avis sur telle chose, est-ce que tu peux venir? Vous savez ce que le candidat lui répond? Alors que tous les gens l'invitaient sur le plateau, le candidat lui dit il faut voir ça avec mes équipes de campagne. Vous voyez? Vous venez faire des révélations de conversation. Non, je ne cite pas les noms. Mais je ne cite pas. Toutes les indications. Je vous dis que non, ça fait rire. Il y a 13 candidats, il y a 83 qui ont été regardés, personne ne sait de qui on parle. Donc je veux dire que en réalité, les Camerounais sont à titre personnel tellement orgueilleux que chacun, quand il a une petite position, il se prend pour un dieu. Et vous voulez que le président Biya vienne débattre avec ces gens-là. C'est difficile. C'est donc la séquence de lecture de quelques messages. Bonsoir, l'émission. Les alliés du RDPC qui sont sortis doivent avoir honte. Ayant chanté pour lui depuis 20 ans, personne ne peut vous faire confiance. Étienne. Le professeur Kamto a tiré une balle dans son pied. La faute ne peut aller au municipal et parlementaire de 2020. L'a rattrapé. Je ne pense pas que le Conseil constitutionnel va accepter sa candidature. Djibril Abamenda, bonsoir. Monsieur Abama, sur votre bonsoir, Monsieur Abama, sur votre plateau se gargarise de la supposée faute du professeur Kamto qui a appelé au boycott en 2020, mais il évite de dire un mot sur le report des législatives de 2025 sans motif valable, après avoir fini de lire. Théo Desquier. Bon, vous pouvez le dire rapidement. Oui, je veux lui dire rapidement que depuis 2007, dans ce pays, on renvoie les élections. Vous êtes journaliste. Si on ne renvoie pas les élections locales de 2012 en 2013, l'OMSC n'a pas d'élu et du coup ne peut pas candidater en 2018. On a renvoyé en 2012. Pourquoi? On avait peur de qui? Et quand on renvoie celle de 2018 à 2019, on avait peur de qui? Non, il faut qu'on se dise que la culture démocratique, c'est de toujours renvoyer l'élection locale quand elle coïncide la même année, elle arrive la même année que la présidentielle. D'accord. C'est une culture. Bien sûr. Bonsoir à votre plateau, particulièrement au docteur Ekwala Dupius. Juste pour dire à vos panélistes que nous avons des sujets beaucoup plus importants que des querelles de chiffonniers entre eux, dont l'union a capoté. Entre ceux dont l'union a capoté. Nous voulons des débats calmes, factuels, sans insultes, évidemment, et portant sur des sujets clés: souveraineté, économie, modèle de société, mœurs. Bonne continuation et Loumou Landry depuis le paume. Ça, on peut vous le garantir le moment venu. Pour l'instant, nous sommes encore dans les phases d'acceptation ou de validation de candidatures. Ensuite, on va monter un cran une fois que les candidatures seront définitivement validées par le Conseil constitutionnel. Il y aura une période de campagne électorale au cours de laquelle on va recevoir les candidats qui viendront faire valoir leur programme pour que vous puissiez choisir celui qui vous parle le mieux. Cela dit, quel mécanisme pour éviter la confusion chez les lecteurs? Ce sera la dernière question avant la fin de l'émission. Maintenant, sous réserve encore, on a plus d'une dizaine de candidats. Les électeurs vous regardent, ils vous observent, tout ce qui se dit, tout ce qui se voit. Ils ne parlent pas, ce n'est pas encore le moment pour eux de s'exprimer, mais ils le feront le 12 octobre. À partir de là, comment faire pour qu'ils évitent la confusion? Je commence avec Roland. Alors, pour que les électeurs évitent la confusion, nous allons inviter Eli Kam à produire, dans le respect des délais qui lui sont impartis, les différents bulletins de vote. Oui, et étant produit, nous, au plus, nous nous chargerons de les vulgariser sur toute l'étendue du territoire et même à l'étranger pour que tous ceux qui décident d'accorder leur suffrage au candidat Matumba le fassent sans se tromper, sans aucune sorte de confusion. D'accord. Karamoko. Vous demandez la confusion sur le Quel est le mécanisme pour éviter la confusion chez les lecteurs? Il y a une dizaine de candidatures. Oui, mais les bulletins de vote, chaque candidat a sa couleur. Sauf si je ne comprends pas bien la question. Chaque candidat a sa couleur. Non, en fait, pour ne pas choisir le mauvais candidat, pas dans le bulletin. Voilà, d'accord. Voilà. Pour ne pas. Oui, je reviens. La question, elle est simple.
c'est à travers maintenant l'offre politique, c'est à travers l'offre politique que le candidat soumet. Parce que la présidentielle, c'est le rendez-vous. C'est vrai qu'il est porté, le candidat est porté par un parti politique, mais c'est le rendez-vous entre un homme et le peuple camerounais. Donc, pour ne pas semer de la confusion, pour faire un choix rationnel pour l'homme qui doit diriger le Cameroun. Je répète encore et j'insiste là-dessus, c'est à travers l'offre politique, le programme du candidat. Et surtout, comment est-ce qu'il va le réaliser, et surtout l'attente du peuple camerounais. Et aujourd'hui, l'attente et même de la jeunesse, parce que la jeunesse est en train de toquer à la porte. On a aujourd'hui, la porte est carrément fermée. Et voilà les raisons pour lesquelles Issa Chiroma, il est venu aujourd'hui, il a dit le mandat qu'il va faire actuellement, un seul mandat pour essayer de gérer la transition. La transition, là où on va faire des réformes, beaucoup de réformes, et après venir céder dans la place à la nouvelle génération qui sera à ce moment-là prête pour gouverner. Oui, je pense qu'en réalité, il n'y a pas de confusion. Hein. Les lecteurs camerounais savent à qui faire confiance. Les lecteurs camerounais savent que le président Biya est l'homme incontournable, hein, l'homme à qui il faut donner ses voix. Les lecteurs camerounais savent que ceux qui sont nos adversaires et qui essaient de venir nous donner la réplique ont souvent eu la gestion d'un certain nombre de choses. Ils ne se sont pas montrés meilleurs. Les lecteurs camerounais savent que le président Biya est celui qui a permis que nous ayons une scène politique assez modérée où chacun pouvait dire tout ce qu'il voulait dans les limites imparties par la loi. Merci. Donc, les lecteurs camerounais feront confiance à Paul Biya une fois de plus, comme depuis le retour au multipartisme. Roland Gétro, Ekwala, Missengané, Yves Abama et puis Karamoko Suleiman, merci à vous d'être venus ce soir pour débattre de la question en débat, je me redis, autour de la présidentielle, l'élection présidentielle le 12 octobre prochain. On la suit, hein, on suit tout le processus pour vous, chères mesdames, chers messieurs, tout au long de ce cheminement-là, jusqu'au, vous le savez, au lendemain de la promulgation des résultats. Pour ce soir, on en a terminé. Demain, prenons rendez-vous dès 18h30 pour une autre édition. À 20h, sur cette antenne, le journal bilingue télévisé, Orient Donquin et Oni Ladonnette vous rendront compte de l'actualité de la journée. Bonsoir et à demain.